Bonjour, bienvenue dans votre émission internationale et très heureuse de vous retrouver avec RFI et le journal Le Monde. Direction aujourd'hui le Cambodge où le régime affiche un visage de plus en plus autoritaire. Dernier épisode dans l'actualité du pays, la dissolution du parti de l'opposition par la Cour suprême. Sam Rainsy est notre invité, figure historique de l'opposition. Il a plusieurs fois pris le chemin de l'exil, celui de la France. Tout de suite notre rubrique instantanée. Nous sommes en 1991, c'est la signature des accords de Paris. Leur objectif, ramener la paix au Cambodge après plus de 20 ans de guerre. Le peuple khmer va retrouver la pleine maîtrise de son destin. Il n'appartient qu'à lui de déterminer son avenir politique et personne n'acceptera qu'il connaisse de nouvelles souffrances. Les Cambodgiens, je crois pouvoir le dire en votre nom, aspirent à la paix. Bonjour Sam Rainsy. Bonjour. Alors, ces accords de paix salués par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, vous diriez qu'ils ont permis de ramener la paix, mais pas la démocratie? Tout d'abord, les Cambodgiens sont très reconnaissants à la France et au président François Mitterrand d'avoir réuni toutes les parties cambodgiennes avec le soutien de la communauté internationale pour ramener le Cambodge dans la paix. Sur le chemin de la paix. Et surtout sur le chemin de la démocratie. Mais compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que ces accords de Paris ont vraiment œuvré pour la démocratie au Cambodge? Au tout début, oui. Au tout début. Mais surtout, le processus démocratique a complètement déraillé. Mais alors, en 1991, dans ces accords de Paris, Sam Rainsy, le mot génocide n'apparaît pas explicitement, alors que les Khmers rouges ont tué près de 2 millions de personnes entre 1975 et 1979. Comme disent certains, est-ce que pour arriver à un accord historique, l'histoire a été réécrite? Oui, c'est une forme de révisionnisme. Il faut appeler un chat un chat. C'est un vrai génocide. Mais on avait décidé en 1991 d'éviter ce mot. C'est sous la pression de la Chine. Parce que la Chine soutenait les Khmers rouges et les Khmers rouges ont commis un vrai génocide. Alors pour ne pas embarrasser la Chine, on a évité d'employer ce mot génocide. Alors, avant de poursuivre, Sam Rainsy, je vous propose d'écouter, de regarder ce focus vous concernant. Il est signé Anne Renevier et Benoît Tricot. Pour vous, Sam Rainsy, la vie commence par une enfance dorée dans le Cambodge des années 50, comme en témoigne cette photo avec vos 4 frères et sœurs et votre mère. Un bonheur éphémère à 16 ans, vous prenez le chemin de l'exil, chassé par le roi Sihanouk comme votre père. Pour vous, ce sera la France, celle de Françoise Hardy. Et si cet exil vous avait sauvé la vie? En 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. En moins de 4 ans, près de 2 millions de personnes vont mourir. C'est de Paris que vous faites entendre votre voix, celle du Cambodge libre, un bulletin que vous publiez pendant cette période. En 1991, le Cambodge semble vouloir renouer avec la paix, ce sont les accords de Paris. 2 ans plus tard et pour la première fois, vous revenez dans votre pays natal, vous serez ministre des Finances, avant de basculer dans l'opposition. Vous échapperez en 1997 à un attentat et reprendrez quelques années plus tard le chemin de l'exil. C'est le début d'aller-retour entre la France et le Cambodge pour éviter des condamnations. Je n'ai pas fui. Je devais réorganiser le parti. Je devais réorganiser les forces. En 2013, la foule vient vous accueillir à l'un de vos retours, si nombreuse que vous vous demandez alors si une vedette n'est pas arrivée en même temps que vous. Pendant vos années d'exil politique, le soutien populaire a grandi, alors que le Premier ministre Hun Sen, lui, accentue la répression. C'est votre rival de toujours, au pouvoir depuis 1985 et encore aujourd'hui. Poignées de mains et selfies semblent effectivement bien loin désormais. Il a dissous votre parti politique il y a 2 semaines.
À nouveau en exil depuis 2 ans, vous aviez démissionné en début d'année pour éviter cette dissolution. Mais vous semblez aujourd'hui bel et bien prêt à revenir dans le jeu politique. Sam Rainsy, Christophe Ayat du Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Vous avez vécu beaucoup d'années en dehors de votre pays, près de 30 ans, vous me disiez il y a quelques instants. On vient de l'entendre, votre parti a été dissous, son dirigeant Kem Sokha est en prison. Est-ce que vous pensez que vous avez encore aujourd'hui un rôle à jouer dans votre pays, le Cambodge? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez y retourner? La situation va changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Du moment qu'on est encore en vie, on peut toujours espérer. Et il faut continuer la lutte. Mais aujourd'hui, Sam Rainsy, si vous posez le pied au Cambodge, que se passe-t-il? Ils vont m'arrêter ou peut-être même me tuer. Hun Sen a déjà dit que même à l'étranger, il allait envoyer ses agents secrets pour m'enlever et pour me faire retourner au Cambodge et me mettre en prison là-bas. Donc ça veut dire que vous renoncez à l'idée de rentrer au pays? Pour l'instant, non. C'est pas la première fois que je suis en exil, c'est la 5e fois. J'ai fait des allers-retours parce que la situation politique a aussi des hauts et des bas. Mais Sam Rainsy, depuis la dissolution de votre parti, on n'a pas noté de réaction de manifestations particulières au Cambodge. Est-ce que les Cambodgiens se satisfont de cette situation? Est-ce qu'ils s'y résignent? Non, il y a une chape de plomb, ils ne se résignent pas. C'est la terreur. On est traumatisé par les Khmers rouges. Donc quand ils sortent leurs soldats, leurs armes, les Cambodgiens ont peur, ils sont traumatisés. Mais ils ne veulent pas de violence. Ils veulent un changement démocratique et pacifique, notamment par la voie d'élections libres et honnêtes. Sam Rainsy, en avril dernier, les États-Unis s'étaient engagés à aider financièrement le Cambodge pour l'organisation des élections législatives qui devraient se dérouler en juillet 2018. Alors, depuis ces derniers événements, la Maison-Blanche a indiqué mettre fin à ce soutien. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'il faut faire comme la France, la Grande-Bretagne, condamner mais pas sanctionner? Il faut condamner, certes, mais il faut aussi pousser à ce que des mesures correctives soient prises, que le processus démocratique qui a été déraillé soit remis sur les rails. Et il ne faut pas aider l'organisation d'élections qui n'ont pas de sens. Une élection sans parti d'opposition, nous ne sommes que 2 partis à l'Assemblée nationale. Hun Sen a dissous le parti d'opposition. Oui. Donc il veut organiser des élections où il va gagner sans opposants. C'est une farce électorale. Donc il ne faut pas que le Japon, que l'Union européenne, qui avait financé ces élections, continue de le faire. Et vous demandez des sanctions? Il faut des pressions, différentes formes de pression. Comme par exemple? Des pressions ciblées sur les dirigeants en tant qu'individus, leur refuser des visas d'entrée en Europe, aux États-Unis, menacer de saisir leurs biens qui proviennent de la corruption, de toutes sortes de trafics, déforestation, etc. Donc c'est ce genre de menaces personnelles qui les font réagir, parce qu'ils s'en fichent du sort de la population. Sam Rainsy, est-ce que la France joue encore un rôle particulier au Cambodge? Est-ce que vous avez des contacts avec avec l'Élysée, avec l'équipe Macron, avec le Quai d'Orsay aujourd'hui? Depuis l'arrivée au pouvoir du président Macron, il y a un frémissement. Il y a un début d'intérêt, un début d'initiative qui vont dans le bon sens. Donc je suis très encouragé par ce que le gouvernement français commence à faire. Par exemple, il y a un opposant khmero-cambodgien, un sénateur en prison. Il a été libéré, c'est le seul des prisonniers politiques qui a été libéré sur la 20aine de prisonniers politiques que l'on compte actuellement. Et il faut voir la France derrière cette initiative. Et vous avez eu contact direct avec l'équipe Macron? Oui. Des députés, La République En Marche, avec le Quai d'Orsay, nous avons de très bons contacts. Et comment est-ce que vous expliquez que le Cambodge soit tout de même un petit peu sorti des radars de la communauté internationale?
parce qu'elle a d'autres préoccupations plus sérieuses. L'Afghanistan, l'Irak et la Chine aussi, la Corée du Nord. Mais je pense que le Cambodge, même s'il est tout petit, il mérite que l'on regarde de plus près ce qui se passe, parce que ça peut avoir des conséquences, des graves conséquences pour la paix dans la région, parce que le Cambodge s'aligne derrière la Chine, et ça peut avoir des conséquences très graves. Alors justement, la Chine, Sam Rainsy, depuis le milieu des années 2000, elle est devenue un partenaire économique de premier plan du Cambodge. C'est le premier investisseur depuis 2004. C'est elle aussi qui finance l'aide au développement de votre pays. Et d'ailleurs, le Premier ministre Hun Sen était encore à Pékin ces derniers jours. Alors, ces relations privilégiées du Cambodge avec Pékin, est-ce que ça permet à Phnom Penh de s'affranchir de toute pression venant de l'Europe ou des États-Unis ? Je pense que la relation de cause à effet est la suivante. C'est parce que Hun Sen viole gravement les droits de l'homme au Cambodge, parce qu'il a dissous le parti d'opposition, parce qu'il n'y a plus aucune démocratie au Cambodge, Hun Sen est condamné par l'Occident. Alors il se sent isolé, il n'a pas d'autre choix que de se rapprocher et de se réfugier auprès de la Chine. C'est un peu le même scénario sous Pol Pot. On a parlé des Khmers rouges. Pol Pot a tué des millions de gens, et pendant qu'il tuait ces gens, évidemment, il s'isole de la communauté internationale, tout le monde le condamne, sauf la Chine. La Chine n'est pas très regardante en matière de droits de l'homme. Et vous ne comparez pas quand même Hun Sen à Pol Pot? Non, je parle des relations internationales. Voilà. Alors, les Chinois, on le sait, chez eux, c'est le parti unique. Est-ce que finalement, chez vous, au Cambodge, Hun Sen s'oriente vers le même modèle? Exactement. La Chine semble lui offrir un modèle, mais il y a une différence, parce qu'en Chine, il y a un despotisme éclairé, alors qu'au Cambodge, le despotisme de Hun Sen est un despotisme obscurantiste. Non, mais en fait, cette différence, comment est-ce qu'elle se matérialise? Comment est-ce que... Il n'y a aucune différence maintenant. C'est un régime à parti unique de style communiste. Qu'est-ce qu'il y a de plus obscurantiste chez les Cambodgiens qu'il n'y a pas à Pékin? Non, en Chine, les dirigeants sont plus instruits. Il y a quand même une concertation de l'appareil du parti. Il y a un changement de leadership en Chine tous les 5 ans, tous les 10 ans, alors que Hun Sen est resté au pouvoir depuis 32 ans. Son parti est au pouvoir depuis 38 ans. Il n'y a aucun renouvellement. Et il n'accepte aucune idée de renouvellement. C'est ça l'obscurantisme. Mais Sam Rainsy, il y a quand même un paradoxe. Pendant les campagnes électorales, notamment je pense à 2013, vous aviez accusé le pouvoir en place à Phnom Penh d'être inféodé, presque vendu aux Vietnamiens. Et puis là, vous dites, il est vendu aux Chinois. Donc c'est pas compatible. Je suis désolé, la Chine et le Vietnam sont aujourd'hui dans des camps relativement opposés, notamment en mer de Chine. Donc est-ce que le pouvoir cambodgien, il est inféodé à la Chine ou au Vietnam? Hun Sen est assis entre deux chaises. C'est un jeu dangereux, il veut ménager la chèvre et le chou, mais à force d'être assis entre deux chaises, il va se retrouver par terre. L'ancien roi Norodom Sihanouk avait qualifié le Cambodge de condominium sino-vietnamien. Mais c'est un jeu dangereux, parce que quand la tension s'accroît entre la Chine et le Vietnam, la position de Hun Sen devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire intenable. Oui, mais je vous renvoie à vos propos de campagne. Vous disiez, le temple d'Angkor Wat est vendu aux Vietnamiens, ils viennent prendre notre travail, voler notre bois. Est-ce que votre pays est sous une forme d'occupation du Vietnam? Est-ce que c'est pas des propos un peu nationalistes, voire xénophobes, qui peuvent entraîner des violences? Pas du tout. Les Cambodgiens sont un peuple pacifique. Il n'y a jamais eu récemment, depuis 20 ans, de violence basée sur des considérations raciales. Mais il y a une violence politique endémique et très brutale. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Chine et le Vietnam
se partagent le contrôle du Cambodge. Le Vietnam contrôle le Cambodge plus militairement, parce qu'il y a des conseillers vietnamiens partout. Il y a une armée vietnamienne importante le long de la frontière et dans certaines zones du Cambodge. Donc l'influence politique du Vietnam à travers sa présence militaire n'est pas négligeable. Par contre, d'un autre côté, la Chine a une influence financière considérable. C'est le premier investisseur et sur le plan politique, Hun Sen se rapproche de plus en plus de la Chine. Hun Sen a brisé la solidarité de l'ASEAN dans le conflit de la mer de Chine du Sud et il est du côté de la Chine pour que celle-ci ne respecte pas la loi internationale de la mer. Alors, pour vous, c'est quoi la solution pour l'option pour le Cambodge? C'est un Cambodge qui tourne le dos et à la Chine et au Vietnam? Non, l'option, et la seule option viable, c'est un Cambodge neutre et indépendant, qui se dégage des influences néfastes du Vietnam comme des influences néfastes de la Chine. Est-ce que c'est possible dans la région avec les jeux des influences des grandes puissances? Vous savez, en politique, il faut rendre possible ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez de la partie américaine? Comment doivent agir les Américains vis-à-vis de votre pays? Il y a un changement en profondeur dans la géopolitique de cette région. Le Vietnam et les États-Unis sont devenus alliés. Ils sont devenus alliés pour contrer la Chine. Donc tout ça, ça change la donne. Quand le Cambodge doit se positionner sur la scène internationale pour survivre, pour défendre son indépendance et sa souveraineté nationale, il doit tenir compte de cette nouvelle donne géopolitique. Ça veut dire que votre discours à vous-même vis-à-vis du Vietnam est susceptible d'évoluer? C'est susceptible d'évoluer. Si la situation politique évolue, il faut que notre position et notre discours évoluent pour défendre en toutes circonstances les intérêts de notre pays. Mais pour l'instant, votre pays n'est pas en guerre. C'est peut-être pour ça aussi que la communauté internationale, finalement, ne dit trop rien parce qu'il y a un équilibre précaire avec les voisins, que ce soit la Thaïlande, la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Tout ça est un équilibre très précaire. Mais il y a une guerre dont on ne parle pas. C'est la guerre que Hun Sen fait contre son propre peuple. Le Cambodge dépense beaucoup d'argent pour sa défense nationale, mais en fait, l'armée du Cambodge n'est pas placée le long de la frontière. Elle est placée dans les grandes villes pour mater la population. Donc, c'est cette situation qu'il faut regarder pour que la démocratie reprenne ses droits au Cambodge. Et alors l'opposition aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle offrirait à cette population? Qu'est-ce qu'elle lui proposerait? Parce que finalement, il y a un taux d'alphabétisation assez élevé, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas beaucoup de chômage et il y a une croissance de 6-7%. Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans ce que vous venez de dire. Quand il n'y a pas de chômage, par exemple, je pense que le chômage, le vrai chômage, atteint des proportions colossales, surtout parmi les jeunes. Mais ce que je veux dire, l'opposition joue un rôle fondamental en toute démocratie. C'est de canaliser le mécontentement populaire. Et mécontentement, il y en a. Et quand Hun Sen a dissous le parti d'opposition, le seul parti représenté à l'Assemblée nationale pour tenir tête à Hun Sen, alors là, la population, elle est désespérée. Elle ne sait plus comment s'exprimer. C'est là qu'il y a un risque de guerre civile. L'opposition a joué un rôle de catalysation des mécontentements, mais il n'y a plus de ce rôle-là qu'on peut jouer. Alors ça ouvre la voie à la violence, à la guerre civile. C'est ce que vous redoutez donc pour votre pays aujourd'hui. C'est des scènes de violence, c'est une guerre civile, vous prononcez ce mot-là? Oui, exactement. C'est pour ça que je fais appel à tous les signataires de la conférence de Paris sur le Cambodge de 1991, dont la France qui était coprésidente, pour que tous les signataires poussent à ce qu'on revienne sur les accords de Paris. Sans les accords de Paris, c'est la dérive totalitaire la plus complète avec tous les dangers que cela représente. Bon, Sam Rainsy, nous allons nous interrompre quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous.
semaine, dans On n'est pas couché, Laurent Ruquier reçoit Eddie Mitchell, Camille Chamou et Camille Cotin, Eric Enel, Alain Finkielkraut et Chaka Ponk. Franchement, si vous voulez faire un groupe de rock sans savoir chanter, c'est possible. Ça fuse. Je me suis dit, oula, elle me saoule. Ça pique. Je crois que vous passez trop de temps à votre table. Sortez de chez vous, monsieur Finkielkraut. Ça claque. C'est de l'anti-intellectualisme primaire. C'est inadmissible. Avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, On n'est pas couché, ce soir sur TV5 Monde. Vivez un instant précieux en regardant votre fiction avec les bijoutiers Joaillier. Faites le bon choix devant votre fiction avec les magasins pro, électroménager multimédia à prix malin. État de service exemplaire, médaille du courage. Vous êtes impliqué dans une affaire de corruption, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, commissaire. Rien que ça. Même le plus incorruptible des flics peut un jour franchir la ligne rouge. Pour obtenir des résultats, il n'y a qu'une façon de procéder. Il faut mettre les mains dans la merde et remuer jusqu'à ce que quelque chose en sorte. Il y a à remuer la merde et se foutre dans la merde, commissaire. L'histoire d'une véritable descente aux enfers. Borderline d'Olivier Marchal, mardi sur TV5 Monde. Maghreb Orient Express en connexion avec vous et toute la Méditerranée. Je vous donne rendez-vous chaque semaine sur TV5 Monde avec des artistes et des personnalités au cœur de l'actualité. MOE, présenté par Mohamed Kassi, tous les dimanches sur TV5 Monde. Merci d'être l'invité d'International, de TV5 Monde, RFI et du journal Le Monde. Alors, l'opposition politique n'est pas la seule à être contrainte aujourd'hui au Cambodge. Il y a eu l'été dernier la fermeture de plusieurs organes de presse. L'un d'entre eux, le The Cambodia Daily, a titré pour sa dernière parution une descente vers une dictature pleine et entière. Des ONG ont été interdites. Et en juillet 2016, un analyste politique, Kem Ley, était assassiné. Selon les autorités, c'est une dette non remboursée qui est à l'origine de ce meurtre. Des informations qui ont été démenties par ses proches. Alors, une foule immense assistait à ses obsèques. Des organisations de défense et pour la promotion de la liberté d'expression ont réalisé un document le concernant. Voici un extrait. Des milliers de personnes sont venues chaque jour présenter leur respect au corps de Kem Ley. Il travaillait sur beaucoup de problèmes inhérents à la société, particulièrement sur des sujets en relation avec les droits humains, les querelles de territoire, les forêts et l'immigration. Des millions de personnes savaient qu'il disait la vérité, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec les populations locales, en particulier en milieu rural, où il enquêtait sur les questions sociales. Sam Rainsy, les États-Unis ont demandé une enquête indépendante concernant l'assassinat de Kem Ley. Vous avez dénoncé à cette occasion ce que vous avez appelé un terrorisme d'État. C'est comme ça que vous qualifiez aujourd'hui ceux qui sont à la tête de l'État cambodgien, des terroristes? On a eu depuis 20 ans une série de crimes politiques qui se ressemblent. C'est-à-dire des attaquants sont venus lancer des grenades, tirer sur des cibles et ils ont pu s'échapper. C'est l'impunité la plus totale. Et ces attentats visent des gens qui sont réputés, qui sont aimés, qui sont un danger pour le régime. Donc c'est pas une coïncidence du tout. Toute cette violence politique, elle relève véritablement d'un terrorisme d'État. Sam Rainsy, l'ONU a dépensé des millions de dollars pour qu'il y ait un état de droit au Cambodge. Ils ont dépensé 300 millions de dollars pour les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger les derniers responsables Khmer Rouge. Et ces dépenses étaient faites en pensant que ça allait rejaillir sur la justice en général au Cambodge.
Manifestement, il n'en est rien. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un échec de l'ONU de ce point de vue-là? Disons qu'il y a un début de justice pour châtier les chefs Khmer Rouge. Mais après, ce processus de jugement a été perturbé par Hun Sen. Hun Sen ne voulait pas qu'on aille plus loin, au-delà de 3, 4, 5, 6 personnes. Il a dit qu'il n'était pas favorable à ces procès parce qu'il menaçait l'Union nationale. Parce que lui-même est un ancien Khmer Rouge. Tous les dirigeants du Cambodge actuel, ceux d'un certain âge, sont d'anciens Khmer Rouges, dont ils ont peur. Si on fait s'était réfugié au Vietnam à une période du régime de Pol Pot. Exactement. Il a fait l'objet d'une purge. C'est par remords qu'il a quitté les Khmer Rouges, mais parce qu'il allait être victime d'une purge interne chez les Khmer Rouges. Il s'est réfugié au Vietnam pour revenir prendre le pouvoir avec l'aide de l'armée vietnamienne après. Et alors, sur cette question Khmer Rouge et justice, est-ce que pour vous, on en a trop parlé ou pas assez? On en a parlé, mais on n'a pas agi suffisamment. On laisse Hun Sen bloquer le tribunal international, un mix khmero-cambodgien pour juger les Khmer Rouges. Parce que Pol Pot n'a pas été seul, même ils étaient plus de 6 ou 7 personnes à tuer presque 2 millions de personnes. Les massacres, les génocides étaient assez décentralisés. Et dans la chaîne de commandement, il y a Hun Sen, il y a d'autres gens qui occupent les plus hautes positions au Cambodge actuel. Les jeunes générations, elles ont une idée claire de ce qui s'est passé ou alors elles ont une vision complètement déformée? Non, on cache l'histoire au Cambodge. L'histoire... Ils sont trop jeunes peut-être, parce que la population est très très jeune, 65% à moins de 30 ans, ils n'ont pas connu... C'est vrai, mais c'est une volonté délibérée de la part des autorités de ne pas enseigner et de continuer à cacher la vérité historique des dernières 40 années. Parce qu'encore une fois, si on expose toute la vérité, Hun Sen et beaucoup de ses collaborateurs actuellement seraient désignés du doigt. Qu'est-ce que vous pensez de son argument selon lequel cela pourrait nuire à la réconciliation nationale? Cela pourrait réouvrir des plaies? Parce que dans les villages, on a quelquefois des gens qui vivent à côté de leurs anciens bourreaux. Ça, c'est sa présentation. Et c'est un chantage. Il n'y aura pas de guerre civile sur la base d'un passé historique. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Et ce que nous voulons, c'est une réconciliation, comme en Afrique du Sud, par exemple. S'il y a des tensions, s'il y a une possibilité de guerre civile, c'est à cause des exactions que Hun Sen est en train de commettre maintenant. Et ça, moi aussi. Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire du Cambodge, c'est le roi Norodom Sihanouk. Son successeur, on l'entend pas beaucoup, notamment par rapport à cette dictature dont vous dites qu'elle est en train de se mettre en place. Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce qu'il a décidé de complètement se retirer de la vie politique? Je n'ai pas l'impression qu'il pèse. Le roi, ou l'ancien roi Norodom Sihanouk est unique. Personne ne peut se comparer à lui. Le roi actuel, Norodom Sihamoni, est loin d'avoir la même envergure que son père. C'est un regret? Oui, parce que je suis monarchiste et j'ai une plus haute idée de la monarchie que celle qu'on a maintenant. Sam Rainsy, pour poursuivre cet entretien, à 8 mois des prochaines élections, certaines annonces du gouvernement sont interprétées comme des tentatives pour se rallier des électeurs, notamment les voix des travailleurs du textile qui pèseront sur ces élections. Le 6 octobre dernier, le Premier ministre a annoncé une hausse du salaire minimal de 130 € à 140 €. Mais on va l'entendre, c'est une industrie où les salariés ont bien du mal à faire respecter leurs droits, comme en témoigne l'extrait de ce rapport de l'ONG Human Rights Watch. De nombreuses usines au Cambodge utilisent des contrats à courte durée pour intimider et contrôler les travailleurs. La peur qu'on ne renouvelle pas leur contrat peut les dissuader de dénoncer les abus. De nombreuses usines ne permettent pas aux travailleurs de se réunir. Le propriétaire de l'usine essayait de me virer pour m'empêcher de monter un syndicat. Ils ont aussi envoyé un homme du ministère de l'Intérieur pour m'intimider
pour que j'arrête de travailler. Certains des pires abus arrivent dans les plus petites entreprises, où généralement la production est sous-traitée. Et la raison pour laquelle ces entreprises ont de si terribles conditions de travail, c'est qu'elles ne sont pas du tout contrôlées, y compris par le gouvernement. Sam Rainsy, le textile est devenu aujourd'hui un secteur clé de l'économie cambodgienne. Les ouvriers du textile avaient manifesté en 2013 et 2014 pour dénoncer leurs conditions de travail, des manifestations où il y avait eu des morts. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sur le plan politique, il peut y avoir une transition démocratique pacifique? Oui, une telle transition bénéficiera à tout le monde, y compris et surtout aux ouvriers. Hun Sen fait de la démagogie, il distribue de l'argent à gauche, à droite, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Si on veut aider les ouvriers, il faut voter une loi sur le salaire minimal. Il faut voter une loi pour garantir les libertés syndicales, comme on l'a vu tout à l'heure. Tous les syndicats sont persécutés, surtout les syndicats libres, et personne ne peut défendre les ouvriers correctement. Sam Rainsy, quelle est la responsabilité des Occidentaux? Les Européens, les Américains, enfin, absorbent 80% de ces produits textiles. Est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes d'alimenter la machine, en fait? C'est pour ça qu'il faut poser des conditions. On ne peut donner des avantages commerciaux, accorder une aide quelconque au gouvernement cambodgien que si celui-ci tienne compte des préoccupations des pays donateurs en matière de respect des droits de l'homme. Mais jusqu'à maintenant, Hun Sen s'en fiche, il n'en fait qu'à sa tête, et c'est pour ça que l'Occident devrait quand même réagir, parce qu'il se moque des pays occidentaux qui lui donnent des milliards de dollars depuis qu'il est au pouvoir. Sam Rainsy, justement, on parlait de Hun Sen, sa famille est de plus en plus présente dans différents secteurs de l'économie. Est-ce que vous n'avez pas peur que, lui, chassé du pouvoir, vous ayez de toute façon une dynastie politique qui est en place et qui est devenue une oligarchie économique et familiale? Non, il y a des exemples historiques. Je pense qu'il faut ménager une porte de sortie honorable à Hun Sen. Il ne faut pas entreprendre de chasse aux sorcières. Il faut lui garantir la vie sauve, la liberté, la disposition. Et c'est bien d'une partie de ses avoirs, c'est bien pour éviter qu'une forme de guerre se poursuive, si vous voulez. Une fois la transition démocratique achevée, nous voulons tourner la page, quitte à ce que Hun Sen puisse aller vivre ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le pays est dirigé par une oligarchie familiale? Certainement. Il est dirigé politiquement par un homme, mais économiquement par une famille. La famille de Hun Sen, on a parlé de l'assassinat de Kem Ley. La principale raison de son assassinat, c'est que Kem Ley a traduit en cambodgien et a expliqué en cambodgien un rapport de Global Witness sur les quelques familles, et notamment la famille de Hun Sen, qui contrôlent entièrement l'économie cambodgienne. Alors là, ça a rendu la famille Hun Sen furieuse, et on voit la main de Hun Sen derrière cet assassinat. Et pour revenir sur la question de Sophie Malibaud, là, sur les 80% des exportations du textile cambodgien à destination de l'Europe et des États-Unis, est-ce que cela, pour vous, pourrait être un levier pour imposer plus de démocratie au Cambodge? Est-ce que vous iriez, par exemple, jusqu'à demander l'embargo sur ces produits? Il y a des façons de procéder. Par exemple, les syndicats internationaux ont menacé de faire une campagne pour ne plus acheter les produits fabriqués au Cambodge si les salaires de base n'étaient pas augmentés. Eh bien, ça a marché. Il faut utiliser ce levier d'une façon intelligente pour améliorer la condition ouvrière. Sans aller jusqu'à l'embargo? Pas nécessairement. Et très concrètement, aujourd'hui, vous êtes en exil donc, en France. Les principaux dirigeants de l'opposition sont en prison. Donc, qui peut formuler des propositions aujourd'hui sur la scène politique cambodgienne? Vous savez, maintenant, avec les moyens modernes de communication, on peut formuler des propositions, on peut refléter les sentiments de la population, et ça a un impact très fort. En fait, une dictature comme celle de Hun Sen, elle devient de plus en plus anachronique avec les moyens modernes de communication.
Il veut étouffer l'opposition, tuer, mettre en prison, bâillonner, mais on ne peut plus bâillonner un peuple maintenant. Vous pensez que lors des lors des prochaines échéances électorales, juillet 2018 a priori, va y avoir des meetings, il va y avoir quoi que ce soit de palpable dans le pays? Mais il faut qu'il y ait une élection digne de ce nom d'abord. Il faut que l'opposition soit présente. Si Hun Sen organise une élection sans opposition, c'est même pas la peine de regarder à cette élection. C'est une farce électorale. Donc, mais s'il y a une élection sous pression internationale, une élection avec participation de l'opposition, oui, ce sera bruyant et ce sera bruyant pacifiquement, heureusement, parce que s'il n'y a pas d'élection, on risque de connaître la violence. Mais sur la question de la jeunesse, justement, 65% de cette jeunesse de cette population qui a moins de 30 ans, est-ce que c'est un handicap aujourd'hui ou pourquoi ce n'est pas une force pour vers une transition démocratique? C'est une force pour le pays, mais c'est un handicap pour Hun Sen. Parce que ceux qui ont moins de 35 ans, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu d'autre que Hun Sen. Dirigeant que le Premier ministre actuel. Donc, avec Facebook, ils peuvent voir que le pays est très arriéré, un des pays les plus pauvres, les plus corrompus, les plus autoritaires du monde, et tout ça sous Hun Sen. C'est pour ça qu'ils en ont marre, ils veulent voir quelque chose de différent. Sam Rainsy, je vous ai lu, vous avez écrit des tribunes dans la presse internationale, où vous avez fait la comparaison avec les printemps arabes. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent dans la mesure où on le sait, il y a eu ce traumatisme du génocide. Et est-ce que vous pensez que les Cambodgiens sont prêts à relancer une révolution? Il y a beaucoup de points communs. D'abord, cette jeunesse qui constitue un poids très important dans la population. Deuxièmement, cette jeunesse, elle souffre des injustices sociales. Elle est révoltée par les injustices sociales et par la corruption. Mais on n'entend pas sa voix. On n'entend pas ça. En 2013, quand on pouvait manifester pacifiquement, jamais il y a eu autant de monde dans la rue. Mais depuis que Hun Sen a sorti les tanks dans la rue, c'est plus calme. C'est pour ça qu'ils n'attendent qu'une occasion pour s'exprimer pacifiquement quand il y aura des élections dignes de ce nom. Et vous pensez que c'est la meilleure façon de lutter, en ce qui vous concerne, et de le faire en étant à l'extérieur du pays? Vous savez, il faut d'abord être dans un endroit où on peut parler librement. Si c'est pour subir le sort de Kem Ley, il vaut mieux reporter un peu. Si c'est pour subir le sort de Kem Sokha, qui est en prison, il faut... Vous craignez pour votre vie, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, si vous retournez dans ce pays. Sur ma possibilité, ma faculté d'agir, il faut être libre de ces mouvements pour pouvoir faire quelque chose. Mais vous dites, les Cambodgiens peuvent s'informer à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Internet, ça se censure, ça se contrôle, les médias sont fermés les uns après les autres, il n'y a plus de médias indépendants aujourd'hui au Cambodge. Comment on s'informe quand on est Cambodgien ? Pour l'instant, contrairement à ce qui se passe en Chine, l'État ne contrôle pas encore Internet. Je pense que Hun Sen y songe sérieusement avec l'aide de ses amis chinois, mais pour l'instant, Internet est le seul moyen de communication entre ceux qui veulent un changement au Cambodge. Par ailleurs, vous êtes un admirateur de Aung San Suu Kyi. Elle a fait ses années de prison, même de très longues années en résidence surveillée, etc. Et vous ne souhaitez pas, vous, suivre le même chemin? Ça lui a donné une légitimité? Non, c'est pas la prison qui vous donne légitimité. La légitimité, c'est la constance dans votre idée. La légitimité, c'est le soutien populaire. À travers les dernières élections, le parti que je présidais a recueilli, malgré les fraudes électorales, presque la moitié du suffrage populaire. C'est ça la légitimité. Sam Rainsy, dans un pays pas très loin du Cambodge, on vient d'évoquer le Aung San Suu Kyi, le Haut-Bangladesh, se joue une tragédie, celle des Rohingyas. Ils ont été chassés de Birmanie, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Vous avez, vous, souvent dit votre admiration pour Aung San Suu Kyi. Aujourd'hui, elle est très critiquée. Est-ce qu'elle a été un symbole de la démocratie? Est-ce que, dans cette région du monde, est-ce qu'elle vous a déçu? Sur ce dernier point, oui.
En tant que bouddhiste, j'ai dit publiquement, et une presse anglophone a repris ce que j'ai dit, c'est que le bouddhisme recommande de respecter toute forme de vie, d'éprouver de la compassion pour tout être vivant. Eh bien, ce qui se passe en Birmanie, c'est tout le contraire de l'enseignement du bouddhisme. Et vous lui lancez un message, pardon, à San Suu Kyi, vous lui demandez de se saisir vraiment de ce dossier? Oui, je lance un message à tous les dirigeants birmans de faire preuve de bouddhisme dans leur politique envers les minorités. Mais Samransi, justement, vous parlez du bouddhisme. En Birmanie, il y a un clergé bouddhiste clairement nationaliste, xénophobe, extrémiste. C'est le bouddhisme qui est à la source de la campagne en cours contre les musulmans rohingyas. Est-ce qu'il faut réformer le bouddhisme ou alors c'est pas le même bouddhisme dont vous parlez vous? Moi, je le regrette, c'est un peu comme l'islam. L'islam n'est pas ce que les extrémistes disent. Je pense que les vraies religions, si on les applique réellement, que ce soit l'islam, le bouddhisme ou le christianisme, ça préconise, elle préconise ces religions de la tolérance, de l'amour pour son prochain, et non pas aller tuer ses voisins, comme ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'endroits du monde, de toute religion. Alors, revenons sur Aung San Suu Kyi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle a la moindre marge de manœuvre par rapport aux militaires? Elle doit être sous pression, elle n'ose pas trop afficher ses points de vue et puis influer sur la politique de peur de froisser les militaires. Je le regrette. Moi, à ma place, je m'en fiche de froisser qui que ce soit. Donc pour vous, il faut que les Rohingyas retournent en Birmanie. Ce sont des citoyens birmans. Oui, il faut qu'ils acquièrent la nationalité du pays où ils sont nés, où ils ont vécu toute leur vie. Et elle doit, dans les circonstances actuelles, si elle n'obtient pas ça, elle devrait démissionner? Ça, c'est son problème de conscience. Je lui laisse le soin de résoudre ce problème de conscience. Certains disent que si sa marge de manœuvre est étroite parce que la Birmanie risquerait à ce moment-là de se renfermer comme elle l'a été précédemment. Pendant des décennies, le pays était totalement fermé à l'extérieur. Non, ça c'est une autre forme de chantage. Vous savez, c'est pas, on n'échappe pas au pire et sauter dans une autre forme de pire. Il y a beaucoup de bonnes choses positives qui se sont produites en Birmanie. Il faut continuer sur le bon chemin et non pas revenir en arrière. Un autre pays dans la région préoccupe beaucoup la communauté internationale, c'est la Corée du Nord. Comment, selon vous, quelle peut être l'attitude aujourd'hui face à ce pays? Quelle peut être l'attitude des autres pays de la région, en dehors de la Chine, j'entends? Il faut plus de pression internationale. Notamment, il faut agir pour que la Chine et la Russie fassent plus de pression sur la Corée du Nord. Parfois, il y a un double langage. On dit, ah oui, j'ai déjà parlé aux dirigeants coréens, mais en sous-main, on continue à les aider. Donc, il faut qu'il soit un langage plus cohérent de la part de ceux qui ont une influence sur la Corée du Nord. Tout à l'heure, Samransi, vous parliez de la Chine, et à l'instant aussi. Est-ce que la Chine, c'est une puissance impérialiste en Asie? Est-ce que son projet des routes de la soie, c'est une bonne chose pour le développement de ses voisins, ou au contraire, c'est une manière d'imposer pas seulement ses infrastructures, mais aussi sa gouvernance, ses finances, son armée parfois, puisqu'il y a des infrastructures qui peuvent être un peu civiles et militaires dans cette région d'Asie. Et au-delà d'ailleurs, parce que ça va jusqu'à l'Afrique et l'Europe. C'est certain, la Chine cherche à s'affirmer, elle a beaucoup d'atouts qu'elle veut utiliser de la meilleure façon possible. Mais il ne faut pas qu'elle impose son modèle à d'autres pays. Et de ce point de vue, il y a un équilibre qui est nécessaire. Mais je constate que l'Occident, surtout les États-Unis, ne parlent pas assez fort actuellement. Ça laisse... Pourtant, Donald Trump est pas très favorable à l'expansion commerciale chinoise.
Oui, mais sur d'autres plans, par exemple, il faut défendre le principe de la démocratie. Si vous voulez vous opposer à la Chine, opposer les valeurs que la Chine vénère, eh bien, il faut soutenir la démocratie, même dans un petit pays comme le Cambodge. Et le Cambodge, alors justement, il doit ou pas participer aux routes de la soie? On a l'impression qu'il est un peu oublié, puisqu'elle passe plutôt par le Laos, par le Vietnam, je crois le Laos plutôt. Et la Thaïlande, voilà. Oui, je n'insiste pas. Si la Chine ne nous compte pas sur sa route de la soie, je ne m'en plains pas et je n'insiste pas. Mais par contre, il y a une volonté de percer à travers le Laos, vers le Cambodge, vers les mers chaudes, pour mieux encercler les pays qui ne sont pas des soutiens de la Chine. Nous arrivons au terme de cet entretien, Sam Rainsy. Pour revenir sur ce qui préoccupe, ce qui était un peu l'essentiel de cet entretien, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge, qu'est-ce que vous dites aux autorités cambodgiennes? Très rapidement. Je dis que le Cambodge est trop petit, trop pauvre, trop faible pour s'isoler du monde. Il faut avoir des amis partout, dans les deux camps. C'est bien de compter la Chine comme ami, mais on ne peut pas négliger et ignorer, ou encore pire, se mettre à dos l'Occident. Je vous remercie beaucoup, Sam Rainsy, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie, merci Christophe, merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.